Fidèle au poste, mesdames et messieurs, chaque dimanche pour la rétrospective de la semaine, nous sommes tous impatients, je l'essaie d'être à mardi pour suivre la finale avant la finale, France-Belgique. Cela ressemble un peu à Congo-Brazza et Congo-Kinshasa. Je reçois Maître Kapwadi Mutombo Dupont, directeur de cabinet du président de l'UDA originel, membre de l'Alliance de mouvement du Congo et Ensemble et Opposition, beaucoup de titres. Maître Kapwadi, je sais que mardi, je ne sais pas si vous êtes féru du ballon rond, mardi France-Belgique, comment vous sentez ça? D'abord, je vous dis bonsoir, Madame Paulette, et je suis très heureux de votre invitation. Mardi, moi je suis amoureux de football, et mardi, nous pensons que la Belgique va gagner la France. Vous êtes sûr, la Belgique, tout ça, on dit que ce sont les éléments congolais, les Congolais d'origine qui sont là, qui donnent un peu du tonus à cette équipe, c'est vrai? Et comme vous savez, parce que vous savez que l'équipe de la Belgique a comme moteur la présence des Congolais. Il y a Lukaku, il y en a beaucoup. Il y en a d'autres qui sont réservistes, mais qui donnent du poids à cette équipe. Malgré ça, vous savez que nos liens avec la Belgique sont de très longue date. Et nous soutenons la Belgique. Nous soutenons la Belgique. C'est un peu, pour moi, le diable rouge, c'est un peu léopard bis. Donc, bonne chance aux léopards de l'Europe. Merci. On vous attendra donc le mardi. Donc, Maître, vous êtes directeur de cabinet du président de l'UDA originel. C'est ça qui m'a fait tiquer. Originel, pourquoi? Ça veut dire quoi, originel? Originel, pourquoi? Parce que, vous savez, notre parti est créé en 1962. 62, 2 ans après les indépendances. Exactement. Notre parti a eu la chance de participer aux premières élections. Notre parti a eu des députés dans ces pays. Ah bon? Notamment André Guillaume Lubaya, notre père fondateur, qui est l'initiateur de ces partis. Mais vous le savez, quand il a créé les partis, quand Mobutu a fait les coups d'État, quelques temps après, il a fallu que Mobutu vienne au Parlement. C'est alors que Guillaume Lubaya va s'opposer. Le père fondateur va s'opposer au coup d'État, publiquement, ce qui n'a pas contenté M. Mobutu. Et la nuit du 1er mai 1968, il va l'assassiner avec tous ses lieutenants. Et on ne l'a jamais découvert son cadavre, ni ceux de ses compagnons de lutte. Donc il est mort pour la démocratie. Et on a connu un temps de veuvage. On était orphelins, sans leader, mais vers les années 2013, nous avons pensé honorer la mémoire, le combat du père fondateur. C'est pour cela que nous avons répondu aux exigences légales pour ressusciter ces partis politiques et lui adjoindre les superlatifs originels. Parce que c'est même l'UDA. Pour éviter des dédoublements ou d'autres personnes qui auront l'envie de créer un autre parti ayant comme dénomination Non, non, UDA, ce n'était pas l'idée. Ce n'était pas l'idée. Notre idée, c'est de dire que nous sommes la première UDA qui a été créée par Guillaume Lubaya. Exactement. Merci donc de la précision. Vous êtes aussi de l'ensemble. Nous allons en parler tout à l'heure parce que Jacques Njoli veut assez que l'opposition ne présente qu'un seul candidat. Nous allons voir votre idée ou votre réponse par rapport à ça. Nous allons prendre le tout premier condensé, mesdames et messieurs. Nous allons commencer par l'enseignement, l'éducation. Nous semblons souvent le négliger. C'est pour ça que j'ouvre cette info, ce secteur de la vie nationale pour moi qui est très stratégique et très important. Nous allons parler de la publication des examens d'État ce samedi. Ça a été l'effervescence dans toute la ville-province de Kinshasa. Les résultats ont été publiés. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour féliciter mon fils et ma fille qui ont réussi. Merci donc et félicitations à toi, donc Kalunga et Yasmine Kimuntundombe. Donc merci à vous pour ce travail et je veux aussi profiter pour féliciter tous ceux qui ont réussi et courage à ceux qui n'ont pas pu obtenir des bons résultats. Nous allons constater aussi ce 2 juillet la clôture de l'année scolaire. Nous sommes ici au complexe scolaire Lobo Konaye dans la commune de Lingwala.
Ces élèves et parents sont venus prendre part à cette cérémonie marquant la clôture de l'année scolaire 2017-2018. Après publication des résultats, ces élèves rencontrés expriment leurs motifs de satisfaction. Je suis venue voir mes résultats. J'ai été la deuxième de la classe. On a déjà commencé les inscriptions ici. J'appelle tous les enfants qui restent à la maison de venir ici au complexe scolaire de Bokonaye pour apprendre. Parce qu'ici, il y a une très bonne éducation. Ce parent trouvé sur place s'est dit heureux du choix porté pour cette école. Oui, je suis venu pour voir les résultats parce que aujourd'hui c'est le 2 juillet, les jours de la programmation des enfants, alors que mon enfant étudie ici en 5e primaire. C'est pourquoi je suis venu ici pour voir les résultats. Aux parents, ils doivent vraiment veiller sur leurs enfants et savoir quelles sont les écoles qu'il faut envoyer les enfants. Parce qu'à cette école, moi j'ai été très heureux d'envoyer mon fils parce qu'il a produit un bon travail. Les autorités de cet établissement félicitent ici ces élèves d'avoir bien travaillé. La cérémonie, c'est la clôture de l'année scolaire. C'est le 2 juillet, nous donnons les bulletins et le résultat à nos enfants. Ils ont bien travaillé, c'est presque la moitié de la classe. Nous pouvons dire qu'on a même dépassé aussi la moitié. Signalant que la rentrée scolaire de l'année 2018-2019 est prévue pour le 3 septembre prochain. C'est une ambiance toute particulière qui a régné le rue de Kinshasa en cette journée de publication des résultats de l'examen d'État édition 2017-2018. Comme l'attestent ces images, ces finalistes envahissent de cabines téléphoniques afin de vérifier leurs résultats. Ah, tout s'est bien passé par la grâce de Dieu, tout dans les bons quoi. 72% c'est déjà trop quoi, tu vois. C'est ça, Congo Web, check-up. Ça fait du bien, donc je suis dans mon assiette. Donc bleu blanc ici, donc maintenant je suis un étudiant. J'ai obtenu 70%. C'était une excellente chose en tout cas pour notre option cette année. Et je dis merci vraiment à tous les professeurs qui nous ont formés. Dans notre école, le lycée Notre-Dame de la Providence, il y a une excellente éducation, on enseigne bien, les directeurs sont compréhensifs et il y a des élèves excellentes et intelligentes. Vive le lycée Notre-Dame de la Providence. Même ambiance dans certaines écoles de la commune de Ngaliema. Ici, les lauréats viennent jubiler avec leurs autorités scolaires. Comme vous voyez avec moi, vous constaterez avec moi, mon école, comme d'habitude, venait encore de frapper. S'il y a un bon encadrement, il faut toujours s'attendre à un bon résultat. Voilà, avec le travail que nous avions abattu avec les enfants, comme preuve aujourd'hui, et tout le monde a réussi. Cette réussite pousse certains lauréats à envisager déjà l'avenir. À l'université, je compte faire l'informatique de gestion. Ouais, et c'est ça, donc c'est ce que je compte faire et tout. Mais l'essentiel que j'ai, donc bleu blanc, donc c'est fini. J'aimerais faire la relation internationale pour que je devienne ambassadeur, quoi. Je veux faire l'économie parce que, je sais pas, mais c'est déjà depuis que je suis enfant, j'ai toujours rêvé de faire l'économie au fait. Je compte continuer à l'ISAM en couture pour devenir la plus grande styliste. Parce que ma formation a commencé ici, j'ai des excellentes maîtresses. Rappelons que Kinshasa a réalisé 69% des réussites lors de cette session de l'examen d'État. Maître Kapwadi, par rapport à ce secteur de l'éducation, vous avez appris que le ministre de l'EPSP suggère, et veut d'ailleurs, ça commence déjà l'année prochaine, prolonger l'école primaire jusqu'en 8e. Quel est votre avis par rapport à... Est-ce une bonne chose ou c'est simplement blanc bonnet, bonnet blanc? Merci bien Madame Paulette. Vous savez, je dois commencer par vous féliciter, vous des enfants. Merci beaucoup. Les diplômes d'État, je suis aussi très fier. Et je vous dis félicitations. Merci beaucoup. Je félicite aussi beaucoup d'autres de nos enfants qui ont eu les diplômes. Et j'encourage ceux qui n'ont pas réussi à doubler d'efforts et revenir sur le chemin de l'école pour pouvoir avoir les diplômes l'année prochaine. Par rapport à la réforme dont vous parlez, il faut constater que dans notre système éducatif, il faut réellement des réformes. Mais quel type de réformes? Des réformes réfléchies. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on se réveille. Lorsque vous n'améliorez pas la qualité des conditions sociales des enseignants, lorsque vous
patrouiller les systèmes éducatifs au niveau universitaire. Et vous dites qu'il faut ajouter les années qui étaient considérées comme cycle d'orientation à l'école primaire. Ce n'est pas ça la réforme. Ce n'est pas ça le problème que nous avons dans notre éducation. C'est ça le problème du régime Kabila. Le régime Kabila, 20 ans d'existence, c'est 20 ans de mort de notre système éducatif. Aujourd'hui, il y a Madame Paulette, j'ai suivi les ministres, c'est glorifié du nombre. 62% de réussite. Non, non, d'abord ceux qui ont participé, oui. Aux examens d'État, c'est 600 000. On tend vers 700 000. Et aujourd'hui, quel est le mécanisme d'encadrement au niveau universitaire? Cette politique-là d'éducation n'existe pas. C'est pour cela que nous disons que ces régimes qui a tué l'éducation, qui a tué l'avenir de nos enfants, puissent céder la place et que nous puissions mettre en place un régime. C'est pour cela à l'UDIA, à l'AMCA, nous disons ceci. Il faut d'abord faire la réforme structurelle au niveau de l'éducation nationale. Aujourd'hui, je vous dis, les ministres de l'enseignement primaire et secondaire, ils prennent des arrêtés d'agrément pour des écoles qui n'existent pas. Il faut aussi faire des réformes au niveau des écoles privées. Et ça, ce régime Kabila n'est pas capable. C'est pour cela que nous disons, nous sommes en train de nous précipiter pour prendre les choses en main, la République en main, sa gestion, pour que demain nous puissions mettre en place des bonnes réformes pour pouvoir d'abord honorer le travail de l'enseignant. Parce que madame, vous êtes là, vous êtes appréciés par tous, parce que vous avez été bien enseigné. Nous également, mais demain nos enfants qui ont eu les diplômes aujourd'hui, à l'université, on va dire, si vous n'avez pas des syllabus, vous ne pouvez pas passer l'interrogation. Vous ne pouvez pas passer les travaux pratiques. C'est très difficile. Et quand vous payez les syllabus, vous avez déjà 50% des réussites. Et ça, c'est le système Kabila, c'est les bilans des Kabila, c'est l'héritage des Kabila qui nous laisse. Il laisse un pays mort sur le plan éducatif. Et le ministre de l'ESU aussi a jeté le pavé dans la main, vous l'avez suivi la semaine dernière, qui veut pour lui, pour Steve Mbikai, qu'on supprime carrément l'épreuve des examens d'État, parce qu'il s'est dit que c'est une épreuve contaminée par la corruption, puis c'est une lèpre qui gangrène ce secteur, ces épreuves. Pour vous aussi à l'UDIA, on doit faire passer outre les examens d'État. Alors, est-ce qu'il y a un palliatif pour que nos élèves puissent finir dignement leurs études secondaires? C'est ça aussi l'entorse. Le monsieur dont vous parlez, le ministre de l'ESU, ce n'est pas son domaine, ce n'est pas son département. Parce que lui, il dit que c'est lui qui va accueillir. Vous avez parlé du nombre 600 000 à 700 000 élèves, c'est lui qui va accueillir ces 600 000 élèves dans son secteur qui est l'ESU. Donc lui, il dit, ne m'envoyez pas des Congolais ou des jeunes qui ne sont pas aptes. C'est peut-être ça aussi sa peur. Je suis très content que la personne dont vous faites allusion, la personne est promotrice des écoles privées. Et vous n'avez, parce que vous êtes journaliste d'investigation, vous n'avez qu'à faire des investigations dans son école. Vous allez trouver qu'il y a aussi un niveau très bas dans ces écoles. Vous en êtes sûr, parce que lui se vante du contraire. Hein? Non, on ne peut pas citer ces écoles ici pour ne pas faire de la publicité. Mais ils disent que non, le niveau chez lui, c'est quand même un peu plus élevé par rapport à d'autres écoles privées. Madame Paulette, je vous dis... Les preuves sont là, ils gagnent des concours de dictée, ils gagnent des concours de maths et tout ça, donc le niveau est un peu plus élevé. Le niveau de la corruption qu'on reproche à l'école, je vous dis que c'est partie de la qualité du traitement des enseignants. 1. 2. La corruption, ça commence au niveau de la tête, au niveau du gouvernement. C'est à ce niveau-là qu'il faut éradiquer la corruption pour descendre. Parce que vous savez, il y a un adage chez nous au Congo qui dit que, permettez-moi de parler en ma langue, c'est pour la à partir à moto. La corruption, c'est au niveau du gouvernement qu'il y a la corruption. Vous ne voyez pas l'ossature de ces gouvernements. Un gouvernement éléphantesque. Pour quel but? Pour satisfaire les intérêts. Même ceux qui ne méritent pas sont dans ces gouvernements. Ce n'est pas un gouvernement de méritocratie. C'est un gouvernement où on a pris tout le monde parce que vous vous êtes courbé, vous avez cité les noms des X, Y, venez prendre le pouvoir. C'est ça les gouvernements. Par rapport aux examens d'État, pour vous, qu'est-ce que vous dites? On doit supprimer ou ça doit continuer? Les examens d'État, ce n'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème du tout. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça qui consiste dans ce que nous allons faire comme travail. Nous, en MK au pouvoir,
l'UDEA au pouvoir, nous n'allons pas commencer par là. Nous devons d'abord honorer le travail de l'enseignant. Tout commence par là. Oui. Honorer le travail de l'enseignant, les traiter convenablement, assurer son social, et le reste, ça va le reste suivra. Nous prenons maintenant la politique, mesdames et messieurs. Nous allons à la majorité présidentielle. Vous le savez, la majorité présidentielle a tenu son point de presse et la réaction du PDC par rapport au FCC. Comme vous le savez, la signature, les adhésions au FCC continuent et il y a eu des réactions à chaud par rapport à ça. Racis, s'il vous plaît. D'emblée, j'affirme que la majorité présidentielle n'est pas morte. La majorité présidentielle existe toujours en tant que structure politique de ceux qui avaient signé la charte constitutive dans l'objectif d'accompagner le président Kabila dans son combat politique pour la démocratie, la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays, l'émergence économique et l'amélioration de la vie des populations congolaises. La signature de la charte du Front commun pour le Congo, FCC ANSI, ce 1er juillet 2018, par le secrétaire général de la majorité présidentielle, l'honorable Aubin Minakou, est donc non seulement le couronnement de cette quête patriotique, mais aussi l'expression de la conscience républicaine telle que concrétisée par les membres du gouvernement, signataires de l'accord du 31 décembre 2016 et de l'arrangement particulier survenu quelques mois après en 2017. La majorité présidentielle salue donc chaleureusement l'avènement du Front commun pour le Congo comme l'engagement solennel des patriotes congolais à œuvrer sous le leadership du président Kabila pour la victoire finale du candidat soutenu par tous les signataires et membres du Front commun pour le Congo. Mais d'abord, tous ces gens-là, ils ne bénéficient d'aucun crédit de la population congolaise. Et cette structure-là, c'est une coquille vide. Ça prouve en suffisance que non, la majorité présidentielle manque d'alliés. Je ne suis pas en train de voir comment on peut prendre des gens sans base aucune, sans poids politique aucun, on les prend et pour une plateforme, c'est comment qu'on non, ça c'est... Et d'ailleurs, c'est un non-événement. Ces gens-là, ils ont prouvé depuis longtemps qu'ils étaient de la majorité présidentielle, en trahissant le peuple, en trahissant l'opposition congolaise. Non, ils viennent juste de matérialiser, de le faire plutôt, d'officialiser quoi, d'officialiser leur appartenance à la majorité présidentielle. Mais ce sont des gens de la majorité présidentielle depuis longtemps, on le sait. Nous, on avait refusé parce qu'on est de l'opposition, on n'a pas voulu. Ce sont des traîtres, ils nous ont trahis, ils ont fait ce qu'ils ont fait, oui, mais bon, ça regarde ces gens, ça leur regarde, ça les regarde plutôt, allais-je dire. C'est un non-événement, c'est une coquille vide, ce n'est pas une force de plus, non plus une force de moins à l'opposition. Mais non, il n'y a pas de gouvernement d'union nationale. Du moment que c'est la majorité présidentielle qui est au pouvoir, ils sont tous membres de la majorité présidentielle. Mais comment est-ce qu'ils vont parler du gouvernement d'union nationale? Mais écoutez, depuis longtemps, tu le sais toi-même, ces gens-là, ce sont des experts en dribble, s'il faut que je le dise. Ils ont dribblé, ils ont roulé tout le monde, et voilà, aujourd'hui, ils ont rendu officiel, c'est que leur grand projet, c'était ça, au fait. C'est la majorité présidentielle qui tient la manette, c'est la majorité présidentielle qui dirige. Et voilà aujourd'hui que la vraie opposition, elle est bloquée. Maître Kapwadi, que pensez-vous du Front commun pour le Congo, cette plateforme qui a vu le jour incessamment avec la signature, l'élargissement de certains... ça a été élargi à d'autres membres. Que pensez-vous de ce front-là? Madame, je suis très mal à l'aise de parler du FCC. Pourquoi? Vous êtes des adversaires politiques, vous pouvez en parler. Parce que vous savez, quand je passe... sur le plateau des télévisions, de la télévision comme Congo Web,
Je préfère bien parler de l'UDA, je préfère bien parler de l'Alliance des mouvements du Congo, je préfère bien parler de l'ensemble. Mais c'est moi qui pose des questions. Donc, la population doit savoir que pense l'UDA originelle du Front commun pour le Congo. C'est une prolongation de l'AFDL, CNPP, PPRD et des nouveaux alliés. Tout simplement. Et je vous dis ceci. Aujourd'hui, il y a les gens qui se disent de l'opposition et qui sont membres du gouvernement et qui se disent nous avons comme autorité morale le président Joseph Kabila. C'est une entorse. La définition même, les statuts de l'opposition est bien connu. C'est défini par la loi. Qu'est-ce que la loi dit pour être opposant au Congo? En plus, vous êtes juriste. Donc alors, vous ne pouvez pas appartenir au gouvernement, même si vous n'appartenez pas au gouvernement, mais vous ne devez pas non plus soutenir les actions du gouvernement. Vous devez avoir un autre programme contraire à celui du gouvernement. C'est ce qui confère. Ce sont des critères qui font que quelqu'un soit considéré comme opposant. Et ce sont ces gens-là qui sont dans un pouvoir illégal, assoiffés du pouvoir. Ils sont en train d'être... Ils disent, Maître Kapwadi, ils disent simplement ce n'est qu'une plateforme électorale. Ils sont là pour chercher peut-être le seuil de représentativité. Ils sont là pour maximiser leurs chances pour les élections. Ne leur prêtez pas trop des intentions. Ils sont opposants et resteront opposants. Ce n'est pas à vous de leur dire qu'ils ne le sont plus. De toutes les façons, ils sont opposants, ils restent opposants. Madame Paulette, c'est ce qui tue le Congo. Les débats d'idées et la force de la conviction. Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous voyez un libéraliste avec un socialiste faire une coalition du gouvernement, et ceux qui ne sont ni socialistes ni libéralistes, qui n'ont aucune vision, qui n'ont aucune idéologie quelconque bien définie, et ils se disent non, nous devons participer parce que nous devons avoir un peu d'argent. Je vous donne l'exemple d'une dame pas politique en Israël, Tzipi Livni. Je ne sais pas si vous la connaissez. Lorsqu'il y a eu élection en Israël, Benjamin Netanyahu a tendu la main à Tzipi Livni, lui offrant 5 postes ministériels, dont la défense. La défense dans l'État israélien, c'est le premier département. Exactement. Mais la dame a dit non. Tzipi Livni a dit non. Je ne peux pas faire une coalition avec vous parce que la vision que vous avez pour l'Israël n'est pas la mienne, n'est pas celle de notre idéologie. Elle a refusé 5 postes ministériels, dont le ministère de la Défense. C'est ça que nous cherchons au Congo. Les hommes d'État, les femmes d'État capables de défendre les idées et non... Ça, c'est une idée, en fait. C'est ça aussi le problème avec nos partis politiques. Vous êtes socialiste, libéral, sociodémocrate. Vous êtes où, en fait? C'est pourquoi nous sommes membres de l'AMCA. Vous êtes? Alliance des mouvements du Congo, en train de lutter pour les sociales du Congolais. Donc pour le progrès tendance socialiste? Nous sommes les socialistes, par excellence. Ok. Donc, vous êtes socialiste, donc vous êtes dans le même cas que l'UDPS? Non, l'UDPS n'est pas... Exactement. Voilà, dans le même avec le PPRD aussi, non? Le PPRD aussi est un peu... Le PPRD, vous savez, je ne vais pas parler des... Si je me trompe ils sont sociodémocrates, mais lorsqu'ils ont fait, si j'ai bonne mémoire, leur demande au niveau de l'international socialiste, on leur a refusé l'adhésion parce que le régime piloté par PPRD s'est spécialisé dans la répression des opposants, l'arrestation arbitraire. Et vous en connaissez beaucoup, madame. Donc le FCC, vous dites, ce n'est que la prolongation de l'AFDL, du PPRD et tout ça. Un régime de guerre. Vous avez C'est suivi, pourquoi ils font la guerre à la Vous avez population. suivi Atundu, M. Alain Atundu, qui a dit qu'il faut savoir faire la différence entre la majorité présidentielle et le FCC. C'est deux choses vraiment diamétralement différentes. L'AMP n'est pas morte parce que le FCC est là. Le FCC, ce n'est qu'un regroupement peut-être, comment je peux dire, ponctuel pour les élections. Après, ça disparaîtra. Donc, Madame, une entorse de plus. Il n'y a pas la majorité au Congo. Lorsque vous parlez de la majorité, qu'est-ce que vous voulez dire? Lorsqu'ils parlent de la majorité, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Quand est-ce qu'il y a la majorité présente? Non, il n'y a pas de parlement. C'est un parlement de fait. Un parlement illégal, illégitime. Ils ont eu les mandats de 5 ans. C'était ça les contrats. Ils sont hors mandat.
Mais il sera remplacé que quand il y aura un nouveau Parlement. Donc, tant qu'il n'y a pas un nouveau Parlement, c'est eux qui sont là, qui sont légitimes et légaux. C'est pour cela que nous disons ceci. Jusqu'à ce... Parce que s'il n'y a pas un nouveau Parlement, c'est du fait des Kabila et son cas. Vous n'allez pas ignorer cela. Alors, aujourd'hui, les gens qui sont dans l'illégalité, l'illégitimité notoire, ne peuvent pas se prétendre, eux, de la majorité. Il faut qu'il y ait les élections et que la majorité se dessine après élection. Si on parle dans ces termes, j'accepterai. Mais je ne suis pas là. Les peuples congolais n'aiment pas entendre ce théâtre-là des FCC. Les peuples congolais n'aiment pas entendre cela, madame. C'est un théâtre de mauvais goût. Ils vous rétorqueront que vous ne représentez pas tout le peuple. Eux aussi engrangent une masse importante des Congolais qui les suivent. Donc vous voyez leurs sorties, ils sont partout, ils sont implantés partout. Les partis qui font partie, permettez la tautologie de la majorité présidentielle, sont implantés partout en RDC. Vous n'avez pas le monopole du peuple, ils vous rétorqueront cela. Merci, c'est un bon droit, la liberté d'opinion. Mais, madame, c'est pourquoi nous sommes en train de lutter. Pour dire à M. Nanga, le président de la CENI, qu'il ne doit pas faire fi, qu'il ne doit pas s'entêter pour prendre la dérive, la solution de la dérive. Parce qu'il doit enlever la machine à voter qui est illégale, il doit enlever son vote électronique qu'il est en train de nous imposer et il doit corriger son fichier corrompu. Pas vote électronique, maître... C'est un vote électronique, madame. Maître Capois, il faut que je maîtrise votre nom. Il a dit c'est pas le vote électronique, c'est la machine à voter. Il y a une différence. N'essayez pas aussi d'embrouiller un peu le peuple congolais. C'est pas le vote électronique comme ça se passe en France ou aux États-Unis. Ce n'est que la machine à voter, une imprimante simplement qui vous permettra de gagner du temps et de l'argent. N'embrouillez pas non plus le peuple congolais. Je vous dis, vous savez, en politique, il y a question d'éthique politique et question d'équité. Dans les calendriers publiés par le président de la CENI, dans le point 38, 39 et 40, il parle de l'impression des bulletins de vote. Vous êtes journaliste d'investigation, vérifiez. Et lorsqu'il nous amène la machine, il dit que c'est pour imprimer les bulletins. Non, c'est pour tricher. Vous vous en souvenez? Au mois de septembre de l'année passée, le président de la CENI, dans une messe noire contre le peuple congolais, à l'hôtel du Fleuve, avec tous les responsables du régime illégal. Vous savez, qu'est-ce qui a été décidé? Comme nous entrons dans ce chapitre des élections, nous allons suivre la réaction de Patrick Mouyaya, qui est député national, par rapport à ce processus électoral, et la réaction de Jacques Njoli, qui suggère et qui voudrait que dans l'opposition, il n'y ait qu'un seul candidat qui se présenterait pour les élections présidentielles. Je crois que le sénateur Bemba est serein, d'autant plus que l'affaire principale pour laquelle il a été trait devant la Cour et pour laquelle vous lui avez au premier degré mis la charge de 18 ans de prison, cette affaire n'existe plus. Donc l'affaire principale n'existe plus, la condamnation n'existe plus. Et le sénateur Bemba est en liberté provisoire chez lui à Belgique. Hier, c'était une affaire secondaire sur la subornation des témoins. Le parquet comprenait le désarroi dans lequel il se trouve, a voulu relancer un deuxième procès sur la première affaire. Mais je crois que les juges qui ont vu des nouveaux éléments être versés le jour du prononcé de la peine, ont dit, nous avons pris acte de votre dépôt. Et je crois que la défense aussi a démontré que l'affaire principale n'existant pas, mais on est en train de discuter dans quelle cohérence juridique. Mais est-ce que cela ne remet pas en cause non, nous tout le monde. Je crois que l'affaire Bemba est derrière nous. Et quelle que soit la décision qui pourra être prise, la subornation des témoins
ne fait pas partie, n'est-ce pas, d'affaires ou des infractions qui peuvent gêner la candidature éventuelle de Jean-Pierre Bemba. L'affaire Bemba est derrière nous, nous restons sereins, nous faisons confiance à la CPI qui a retrouvé sa sérénité et je crois que nous demandons au peuple congolais de rester calme. Jean-Pierre Bemba reviendra et participera comme tous les Congolais à la reconstruction de notre pays. Vous savez que c'est lui, on dit toujours que c'est lui qui n'a rien à craindre, n'a rien à cacher. Donc je crois que dans un processus électoral comme les nôtres, plus la CENI communique, mieux c'est. On a l'avantage d'avoir le professeur Joly ici, qui a été vice-président de la CENI, donc il pourra mieux nous renseigner les moments venus, puisque les élections font malheureusement dans un pays comme les nôtres, c'est un moment de bataille. Partout au monde d'ailleurs, hein, une élection c'est un moment de bataille, des confrontations d'idées, mais fort malheureusement, la confrontation d'idées chez nous parfois vire à la confrontation militaire et toutes les mauvaises conséquences qu'il y en a. Alors, plutôt que de voir les élections comme un moment de fête, puisque une campagne électorale en principe c'est une fête, c'est la rencontre des hommes avec plusieurs autres qui veulent porter les idées des autres pour apporter des changements. Ici chez nous, quand on pense par campagne électorale, quand on parle d'élection, ça devient une opportunité de commerce pour les uns, ça devient un moment de combat pour les autres. Bref, le pays verse dans une forme d'instabilité durant cette période électorale. Mais je crois que tout ceci pouvait être évité si tout le monde avait les mêmes entendements sur l'évolution du processus. Malgré nos divergences d'opinion, mais il y a les faits, les élections, c'est un peu les mathématiques aussi sur un certain nombre de sujets, on pouvait se mettre d'accord. Alors, je fais ces commentaires avant de répondre aux questions qui nous ont été destinées. Mais ici, chez nous, qu'est-ce que nous observons? C'est que la CENI, qu'elle soit animée par Nanga, qu'elle soit animée par Manumalu, paix à son âme, ou qu'elle soit animée par Mulunda, subit tous les coups. Diabolisation et tout le reste. Ça, c'est nous tous. Et très souvent, on ne fait pas toujours attention. Je parlais des professionnels des médias ici, Henri. Je crois que la CENI essaie quand même de communiquer certaines données sur son site internet. Mais je ne sais pas si nous-mêmes, les politiques, ou beaucoup, se servent de ces sites internet comme réservoir d'informations. Puisque malheureusement, nous tous, on n'est pas toujours... Maître Kapwadi, Patrick Mouya a dit, les élections doivent être un moment de bataille, de confrontation d'idées et non un moment de confrontation militaire, de tension. Aujourd'hui, on a l'impression que en Afrique, c'est pas seulement République démocratique du Congo, la période électorale devient un moment de tension. On ne comprend pas pourquoi en Afrique, les élections ne peuvent pas être apaisées. Tout simplement, comme ailleurs en France, aux États-Unis, et on passe à autre chose. Merci bien pour la question. N'incriminez pas l'Afrique. C'est peut-être au Congo. Parce qu'au Mali, ils sont en campagne électorale. Exactement. Au Ghana, vous avez suivi comment les pouvoirs, comment la tenance s'est fait. C'est de manière pacifique et civilisée. Au Bénin, c'est un exemple. En Afrique du Sud, il y a beaucoup d'exemples. Sénégal et autres pays. Le problème qu'il y a au Congo, c'est qu'il n'y a pas d'homme d'État. L'Afrique centrale, réduisons peut-être à l'Afrique centrale, parce qu'en Afrique centrale, c'est vraiment... C'est pas ça. L'Afrique centrale, c'est pas du tout ça. C'est pour cela l'Afrique centrale a pour moteur la RDC. C'est pour cela la démocratie en RDC doit être bien assise, bien comprise de ceux qui prétendent diriger la Res Publica. C'est alors qu'ils vont comprendre que nous sommes locataires au palais de la nation, nous sommes locataires au palais du peuple, nous sommes locataires là où nous avons une parcelle de pouvoir. Et comme nous sommes dans un système démocratique, et le peuple va nous sanctionner au moment venu. Et on ne doit pas s'éterniser au pouvoir. Et on doit comprendre qu'il y a la vie après le pouvoir. Il y a, vous savez, aujourd'hui, Joseph Kabila est au pouvoir pendant beaucoup d'années. Tous les présidents qui l'ont trouvé au pouvoir au niveau des États-Unis sont passés, mais il lui est resté. Probable troisième mandat, d'ailleurs, ça se dit plus que dans les salons politiques. Aujourd'hui,
sorti hein, partout, probable mandat. Il y a même certains cadres de la majorité présidentielle qui ne le cachent plus. Peut-être il sera candidat, potentiel candidat pour un troisième mandat. Quelle sera la réaction de l'UDA par rapport à... L'UDA, avec ses militants, ne va pas permettre à Joseph Kabila de briquer un troisième mandat. Vous en avez la force? Nous en avons la force. La force d'un peuple reste dans sa conviction. Notre conviction, avec la conviction que nous moi, avons. j'aimerais bien prendre l'angle de ce côté. Est-ce que juridiquement, Kabila a le droit de se présenter? Parce que les arguments fusent. Hein, ils disent que non, comme la loi électorale a été changée d'un tour à 2 tours, beaucoup de choses se disent. Il peut encore se représenter parce que la loi n'est pas rétroactive. Merci. Et tout ça tombe et c'est comme s'il reprenait pour la toute première fois ses mandats présidentiels. Vous êtes juriste. Moi, j'aimerais bien mettre l'angle sous. Juridiquement, est-ce que M. Kabila peut se représenter? C'est la Constitution qui règle le pouvoir du chef de l'État et non la loi électorale. Il faut que je précise ce point-là. Et la Constitution dit ceci, en ce qui concerne le pouvoir du chef de l'État, qu'il est élu pour 5 ans, renouvelable une seule fois. Et c'est le cas de Joseph Kabila, qui a été élu et réélu dans les conditions que vous connaissez. Malgré le changement de la loi électorale, ça ne compte pas. Oui, je vous en prie. Je dis bien, ce n'est pas la loi électorale qui organise le pouvoir du président de la République. C'est la Constitution. Et vous devez savoir que le président de la République, c'est une institution de premier rang dans une république comme la nôtre, telle que le prévoit la Constitution. Et c'est la Constitution et non pas des lois particulières, comme la loi électorale. Alors, aujourd'hui, prendre le temps pour faire pareil débat, c'est susciter des démons et c'est énerver même la Constitution. Vous savez que le président de la République prête serment pour respecter la Constitution. Alors Joseph Kabila est dans ces cas. Il est l'homme qui a eu beaucoup de chance dans sa vie parce qu'après l'expiration de son dernier mandat, il a eu à bénéficier de la grâce des hommes de Dieu avec l'accord de la Saint-Sylvestre pour continuer jusqu'au décembre 2017. Il n'a pas respecté ces délais-là de grâce. Les béquilles qui lui avaient été donnés par les hommes d'église, dans leur bonté, qui ont cru que Joseph Kabila leur prêtait les oreilles. Mais ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, il est dans une situation de fait, exerçant le pouvoir, mais sans mandat légitime, sans mandat légal. Candidat alors unique, aujourd'hui, s'il vous plaît, madame, aujourd'hui ne peut pas prendre, briquer le troisième mandat parce que la Constitution les lui interdit. Le lui interdit. Mais dans d'autres pays d'Afrique centrale, leur constitution leur interdisait aussi. Le Congo-Brazzaville, si je ne me trompe pas, le Burundi, le Rwanda, mais ils ont trouvé, ils ont pu contourner cela. C'est la peur de certains Congolais qu'on puisse contourner cette constitution et trouver d'autres astuces. Peut-être vous avez dit c'est susciter des démons, mais moi je prends maintenant l'angle de candidat unique dans l'opposition. Revenons dans votre famille politique. Aujourd'hui, il y a de grands noms qui ressortent dans l'opposition. Il y a Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi, il y a même Martin Fayoulou. On se demande même si Claudel Loubaya aussi va poser sa candidature pour être chef de l'État. Pourquoi c'est difficile à l'opposition de nous présenter un seul candidat pour maximiser ses chances pour cette alternance tant voulue? Quand vous allez en ordre dispersé, vous dispersez aussi les chances. C'est là une certaine opinion. Mais, madame, je ne fais pas. D'abord, j'ai déjà conclu la première question pour vous dire que Kabila, sur le plan constitutionnel, ne peut pas briquer un troisième mandat. La Constitution les lui interdit et de manière rigide. Alors, en ce qui concerne la candidature unique de l'opposition, d'abord, c'est ça aussi, ce qui montre la potentialité de l'opposition. Dans notre réservoir, nous avons puisé les meilleurs de nous-mêmes, sans compter ceux qui restent. Quand vous prenez tous les candidats que vous avez cités, tous sont présidentiables. Ils ont des qualités. Mais maximisez vos chances. Moi, je prends l'exemple du Sénégal. Maître Kabouadi, moi, je prends l'exemple du Sénégal. À l'époque de l'élection de Macky Sall, je me rappelle, il y avait Youssou N'Dour, il y avait bien d'autres candidats, mais tous ont désisté en faveur de Macky Sall pour maximiser les chances de Macky Sall. Aujourd'hui, les présidents, et ils se sont partagés le gâteau, permettez l'expression, au Sénégal. Mais c'est ce que nous voulons avec vous. Présentez-nous un seul candidat, maximisez vos chances et partagez-vous les postes ministériels après l'alternance. Qu'est-ce que vous voulez? Nous ne voulons pas accéder au pouvoir pour partager les postes ministériels. Mais c'est ce qui va se passer de toutes les façons. S'il vous plaît, madame. C'est la politique. Madame,
C'est ça ce qui fait le retour au Moyen-Âge au Congo. Okay. Lorsqu'on prend l'engagement de servir l'État, de servir à la tête de l'État, c'est pour le bien-être commun. Ce n'est pas pour les postes ministériels. Mais vous allez servir cet État en étant des ministres. Évidemment, oui, mais lorsqu'on y va avec l'idée du partage du gâteau, donc on force déjà ça, c'est déjà négatif. Okay. Mais si on y va avec l'idée qu'on doit servir notre peuple, nous allons servir notre nation, nous allons retourner à notre nation, sa dignité d'antan, là... Claudel Loubaya, candidat? Probable candidat aussi? Claudel Loubaya n'aime pas qu'on parle de lui dans ce sens. Vous savez que Claudel Loubaya c'est un homme très... Il a toutes les qualités d'être président de la République. Mais il soutient, dans sa modestie, Moïse Katumbi, alors. Dans sa modestie, c'était lui, il est parmi les premiers hommes politiques parce qu'il n'a pas l'état d'âme. C'est pour cela qu'il est en train de travailler dans ces méga mouvement qui s'appelle Ensemble. Parce qu'Ensemble n'est pas une plateforme. Il soutient Moïse Katumbi alors? Il soutient Moïse Katumbi. Exactement. Moi, sur votre plateau, je soutiens Moïse Katumbi. C'est notre candidat de l'AMCA. Et pourtant, vous le savez, ne trompez pas aussi cette population. Moi, je suis un peu leur porte-parole. On le sait, Moïse Katumbi n'a pas beaucoup de chances de revenir en République démocratique du Congo. Déjà qu'en Belgique, cette histoire de passeport, ça lui pose problème. Et on sait qu'en République démocratique du Congo, il a laissé des dossiers. Reviendra-t-il pour déposer sa candidature? Sera-t-il un potentiel candidat et deviendra-t-il chef de l'État? Parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'embûches pour Moïse Katumbi. Est-ce que vous ne vendez pas du vent à ce peuple-là aussi? Moïse Katumbi, une précision détail. Moïse Katumbi n'a pas laissé les dossiers au Congo. Vous en êtes sûr? Même pas ces dossiers de Soupis et tout ça? Okay. Non, pas du tout? Le gouvernement de Joseph Kabila a créé des dossiers contre Moïse Katumbi. Il en crée jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, il y a les problèmes du passeport. Exactement. Et un passeport qui a expiré. S'il vous plaît, madame. Parce que ce qu'on est en train de vendre aux médias au Congo, ce n'est pas la réalité. Un passeport expiré, président Moïse, notre candidat, est allé chercher un nouveau passeport biométrique. On les lui a refusé. Écoutez. Et la justice congolaise s'est précipitée pour ouvrir une information judiciaire. Mais il y a eu beaucoup de scandales au Congo, Panama Papers. Il y a eu des massacres au Kasaï. Il y a toute une commission qui travaille sur ça, vous le savez. Il y a des dénonciations qui sont faites par le professeur Luzolo, le courageux congolais, parmi les rares congolais qu'il faut féliciter. Il présente des rapports. Qu'est-ce qu'on en fait? Les ministres du gouvernement qui détournent. Les gens qui sont cités dans plusieurs scandales. La justice congolaise n'a jamais ouvert une simple information judiciaire. Mais pour Moïse Katumbi, qui a servi sa province, qui a servi de manière loyale, mais parce qu'il a dit qu'il ne faut pas permettre à Joseph Kabila de briquer le troisième mandat, quand il a parlé de l'histoire du faux penalty, le premier faux penalty, deuxième faux penalty, et est-ce que vous allez accepter le troisième faux penalty? C'est alors que les problèmes ont surgi. On a créé les dossiers de toutes pièces. Moïse Katumbi n'a pas de problème. C'est pour cela que je vous dis ceci. Moïse Katumbi va rentrer au Congo, il sera candidat, et il est le candidat de l'ensemble, candidat que nous soutenons au niveau de l'Alliance des mouvements du Congo, candidat qui est soutenu par l'UDA, originellement parti. S'il vous plaît, pour ce qui concerne les candidats uniques. Primaire comme l'a proposé Moïse Katumbi à un moment, il faut des primaires dans l'opposition pour avoir ce candidat unique? Nous devons y travailler. Et nous sommes en train d'y travailler. Mais qu'est-ce que nous attendons? Que les gens du fleuve Congo Hotel puissent présenter aussi les leurs. Nous avons déjà beaucoup de candidats, madame. Posez leur question, la question de savoir quel est le leur. Le dauphin? Non, il n'y aura pas de dauphin, madame. Au fleuve Congo, il n'y a pas de dauphin, il y a seulement des tilapias. C'est pourquoi on ne veut pas dire son nom. Au fleuve Congo, il n'y a pas de dauphin, il y a des tilapias qui seront mangés par les candidats soutenus par l'ensemble. Le DIRCA du chef de l'État a dit d'ici le 8 août, si je ne me trompe pas par rapport aux dates, le dauphin sera connu de toutes les façons. Prenons notre mal à patience. Ils ont dit il va être représenté d'ici là. Donc c'est leur stratégie communicationnelle. Donc nous saurons d'ici là
qui sera le successeur de Joseph Kabila. Nous restons toujours dans ce secteur ou dans ce dossier des élections. Point de presse de l'ensemble, votre plateforme par rapport au dépôt de candidature, ça a déjà commencé et vous le savez, la CENI a prolongé pour la députation provinciale de 48 heures et il a dit cela ne changera en rien le calendrier électoral et nos apaisements. Donc, Rassis, vous pouvez nous donner plus de détails par rapport à ces deux éléments. Initialement prévue pour ce dimanche 8 juillet, la clôture de l'opération de dépôt des candidatures aux provinciales intervient ce mardi 10 juillet. Les partis et regroupements politiques ont 48 heures pour harmoniser leurs dossiers et les déposer au BRTC visé. Ce conformément aux procédures expliquées par la Commission électorale nationale indépendante. Le bureau de la CENI a décidé d'aller au-delà du calendrier électoral après avoir pris langue ce samedi avec les délégués des plateformes de l'opposition et de la majorité présidentielle. Les leaders politiques dont Martin Fayoulou, Délice Sanga et Vital Kamere ont aussi échangé avec le responsable de la CENI autour du processus électoral en cours dans le pays. Ils ont également étalé les difficultés rencontrées pour déposer les candidatures dans le délai. Pour sa part, Corneille Longa a retracé l'évolution du processus électoral depuis son arrivée à la tête de la CENI jusqu'à ces jours. Le numéro 1 de la centrale électorale a indiqué par ailleurs que les partis et regroupements politiques qui seraient présents dans les BRTC au moment de la clôture retireront un jeton auprès de la Commission électorale nationale indépendante pour déposer leur liste dans 48 heures. Le secrétaire général de Ensemble et le coordonnateur de la dynamique de l'opposition ont assuré de déposer les listes dans le délai, mais pour des élections sans machine à voter. Contrairement à ce qui se raconte dans les réseaux sociaux et relayé par certains médias de la capitale, l'opposant Moïse Katumbi n'a pas accepté d'aller aux élections avec la machine à voter. Il y a de préalables. On va déposer les listes, oui, mais il y a des préalables. Nous n'irons pas aux élections avec cette machine à voter-là. Nous n'irons pas aux élections avec un fichier corrompu, comme celui que Nanga nous présente aujourd'hui. Ils ont eu une affaire de 16 millions de voix déjà dans leur tiroir. Et avec ça, nous, on ne peut pas aller aux élections dans un climat comme ça. S'agissant de la candidature commune de l'opposition à la prochaine présidentielle, le porte-parole du PDC explique que les pourparlers sont en cours. L'opposition ne dort pas. L'opposition est à l'œuvre. On est en train de se préparer. Et je pense que d'ici là, nous aurons un consensus autour d'une candidature commune de l'opposition. On est à l'œuvre, on est en train de travailler, on y travaille. Cependant, Jean-Dédier Maèche insiste sur la mise en œuvre des mesures de décrispation politique afin de faciliter la tenue des élections crédibles et apaisées en RDC. Maître Kapwadi, 48 heures vous a été accordé par la CENI pour déposer les dossiers de vos candidats pour la députation provinciale. Ensemble, UDA, déjà prêt, vous avez déjà déposé ou vous êtes toujours dans les tractations? Parce que vous avez dit que vous allez déposer, mais comme préalable, pas de machine à voter. Mais c'est quand même utopique. Nanga l'a dit, on votera avec cette machine à voter. Qu'est-ce qui va se passer? D'abord, la toute première question, vos candidats. Déjà prêt, les dossiers sont déjà déposés à la CENI? Je vous ai dit que nous sommes dans une plateforme qui dirige le président honorable Lubaya, Claude André. Et notre plateforme, c'est l'AMCA, Alliance des mouvements du Congo. Je vous informe, madame, j'informe aussi l'opinion nationale et internationale que notre plateforme a déjà déposé les listes de ses candidats à oui, pour les élections provinciales. Oui, pour les élections à la députation provinciale. Mais il y a un fait. Il s'est posé, parce que les délais ne nous est pas accordé. À la date de ce jour, c'est moins d'un tiers des partis politiques et regroupements qui ont déposé leurs listes. Même au niveau du pouvoir illégitime, ils n'ont pas fait ça. Parce qu'il y a un problème de logistique. Ça, c'est ce qui rattrape aussi Joseph Kabila et son successeur.
et toute sa famille politique. Parce qu'ils ont chanté la révolution de la modernité, les 5 chantiers, mais aujourd'hui on est incapable d'aller partout avec des originaux des mandats pour les mandataires des regroupements politiques, c'est parti pour déposer... Impossible de sillonner toute la République. On ne peut pas relier les Congos aujourd'hui. Impossible. On ne peut pas relier. Alors, même si on nous accorde 48 heures, c'est vraiment petit, hein, ce sera impossible. C'est petit pour eux, parce que nous avons la capacité de proactivité, nous avons déjà commencé le travail depuis très longtemps, on ne cherchait pas des candidats chez nous. On avait déjà des candidats, leur dossier était déjà prêt, c'est pour cela lorsqu'on a lancé l'opération des réceptions et traitement des candidatures, nous sommes les premiers, nous sommes en train de... Même pour la ville de Kinshasa, on dépose aujourd'hui. Ok. Machine à voter, vous ne voulez pas de cette machine à voter, mais moi j'ai appris, merci à vous, à toi, Patient Ligodi, avec Actualité CD, les infos vraiment qui nous tombent à la minute. La CENI a envoyé ses agents en Corée pour revérifier encore cette machine, malgré les pressions, mais ils sont allés en Corée pour voir. Mais s'il y a des élections avec ces machines à voter, vous allez boycotter les élections UDA, AMK, vous allez boycotter les élections s'il y a des machines à voter UDA, malgré toutes les assurances de la CENI? IDEA, à l'UDA, nous disons ceci. Nous avons déposé nos listes. Mais M. Nanga doit comprendre qu'il est là. Et la CENI, ça s'appelle Institution citoyenne de la démocratie. Il ne doit pas faire fi. Il ne doit pas défier tout un peuple. Il ne doit pas aller au-delà de la loi. La machine à voter, la machine à tricher, c'est illégal. Il y a eu des débats au niveau du Parlement, madame. On n'a pas retenu dans la loi les votes électroniques, ni la machine non plus. Mais pourquoi? C'est ça la résolution de leur rencontre, leur messe noire. Au mois de septembre de l'année passée, il faut utiliser la machine à voter comme ils ont un fichier. S'il vous plaît, avec les 16 millions comment dire, des Congolais qui ne sont pas reconnus dans ce fichier sans empreinte digitale, pour vous, c'est déjà 16 millions de voix acquises à la majorité présidentielle pour vous, déjà? C'est 16% d'enrôlés qui n'ont pas d'empreinte digitale. Pour vous, c'est déjà des en dehors de ces 16%, parce que vous savez, le vote présidentiel, c'est à la majorité relative. Imaginez-vous que les candidats de la majorité, s'il a beaucoup de voix, c'est peut-être 2%. 2% ajoutés à la fraude qu'ils veulent organiser. C'est pourquoi nous disons, nous n'allons pas. Ils auront 18%. Avec 18%, ils vont se dire non, en tripatriant les voix des autres, parce que les meilleurs des candidats sont ceux qui sont chez nous. Alors, ils vont patrouiller les résultats, comme ils en ont l'habitude. Ce sont les gens des faux pénaltys. Alors, ils vont faire... Non, c'est pourquoi nous disons non à la machine à voter, madame. Elle est illégale. Et Nanga ne doit pas s'entêter. Nous avons suivi aussi à la RFI lorsqu'il dit non, je n'ai pas à chercher les consensus. Exactement, il n'a pas à chercher les consensus. C'est une institution indépendante, il travaille et il vous donne les résultats. Pourquoi vous en voulez tellement à Nanga? Il fait son travail. Merci pour la question, madame. La CENI, c'est une institution indépendante. Est-ce qu'elle l'est réellement? Point d'interrogation. Lorsque le président de la CENI doit se trouver dans une messe noire avec les tenants du pouvoir illégal pour pouvoir faire un coup contre le peuple congolais, cette institution est indépendante. Lorsque vous dites qu'elle est indépendante et qu'elle ne doit pas chercher les consensus, c'est vraiment quelque chose d'incompréhensible pour moi. Parce que, s'il vous plaît, madame, les élections obéissent au principe des consensus. Nous sommes des partenaires. Sans les partis politiques, sans les regroupements politiques, la CENI n'aura pas du travail. La CENI dit, nous sommes il y a des gens qui disent qu'ils ne font pas ces élections pour les partis politiques, mais c'est pour la population. Et une question, un internaute m'a dit de vous poser, quand Nanga est avec la majorité présidentielle, vous dites que non, il pactise avec les diables, mais quand il tient des réunions avec l'opposition, il pactise avec qui? C'est pas avec Dieu quand même. Vous n'êtes pas non plus des saints, vous, dans l'opposition politique congolaise. Les exemples maintenant, on en voit déjà comment... face à l'argent, comment de fois les opposants congolais réagissent. Donc vous n'êtes pas des saints non plus. Quand Nanga tient des réunions avec le pouvoir, il est partisan du diable. Quand c'est avec vous, il est partisan de qui? Répondez un peu à cette question. Lorsque l'argent circule, il touche tout le monde.
Et ce n'est pas tout le monde qui l'accepte. Tout le monde, il y en a qui les rejettent, dont mon président, honorable Claudel André Loubaya. Félicitations. Ok. Parce il est parmi les rares à ne pas accepter l'argent en République démocratique. Il a démissionné du Parlement en 2010 lorsqu'on voulait changer la Constitution. Il a laissé ses émoluments, ses immunités et tous les avantages liés au statut des députés. Alors, il ne court pas derrière l'argent. C'est ça le modèle à l'UDA. Et c'est pour cela que nous sommes en train de militer pour un état des droits, un état des valeurs. Moi, votre serviteur, j'étais autrefois dans les cortèges des Kassaï. J'ai parmi les notables Kassaï qui ont été reçus par M. Nanga, président de la CENI. Mais c'était pendant la journée. Il reçoit les ténors de l'opposition pendant la journée. Au vu aussi de tout le monde. Devant caméra. Mais lorsqu'il est dans des messes noires avec les gens du pouvoir, ça circulait. On avait même interdit la caméra. Alors, c'est pour cela que nous nous disons, Nanga ne doit pas nous défier, nous, peuple congolais, il doit respecter parce que nous ne sommes pas dans une jungle. La République est dirigée par la loi. Ce sont des lois qui dirigent la République. La loi lui interdit l'usage de cette machine à tricher. C'est la loi, ce n'est pas l'UDA. C'est la loi qui les interdit. Mais cela ne va pas encore repousser la tenue de ces élections, parce que Nanga tient, ou la CENI tient, et la communauté internationale tient à ce que les élections se tiennent, permettez la tautologie, le 23 décembre 2018. Avec vos refus de la machine à voter, avec toutes ces tergiversations, est-ce que vous ne donnez pas raison aussi à ceux qui disent que vous avez peur des élections? En fait, l'opposition a peur des élections, et c'est un moyen pour repousser les élections, et il y aura un énième dialogue, un énième partage de gâteaux, et le cycle va reprendre. Merci madame. Vous allez vous souvenir que lorsqu'il y a eu dépôt des candidatures pour la députation provinciale en 2015, l'opposition avait déposé ses listes. Donc l'opposition était toujours prête pour les élections. Aujourd'hui, faire de l'usage de la machine à tricher, un préalable pour organiser les élections, c'est salir, c'est jeter de la salive sur ceux qui sont morts pour les élections dans ces pays. Vous savez combien de Congolais sont morts pour les élections dans ces pays? Or, les élections, ce n'est pas un cadeau que Joseph Kabila, ni Nanga non plus nous donne. C'est un droit inaliénable du peuple congolais. C'est un droit pour nous. Et s'ils sont réellement démocrates, ils ne peuvent pas mettre l'usage de la machine à tricher comme un préalable pour les élections. Nous, à l'UDA, nous avons dit, le 23 décembre, ça passe ou ça casse. C'est notre position et nous la soutenons. Ça passe ou ça casse s'il n'y a pas les élections le 23 décembre. Nous prenons donc d'ailleurs le communiqué du CLC, comme vous le savez, le CLC dit reprendre ses activités, en guillemets, d'ici là, si par malheur le président de la République se proposait comme candidat pour un 3e mandat. Nous avons la réaction de Dieudonné Mwenze par rapport au énième communiqué du rapport de Human Rights Watch, et nous allons suivre la réaction du ministre des Droits humains, Marie-Ange Mouchobekwa, par rapport à cette commission, je pense, sur le Kassai. Ce qui est fait jusque-là par cette institution présidente de la République va dans le sens de crédibiliser le processus. Et je crois que même toutes les institutions de la République œuvrent dans ce sens-là. La subjectivité qui a animé cette organisation des Nations Unies ne lui a pas permis de pouvoir regarder aussi de l'autre côté de l'opposition. Puisqu'en principe, c'est de ce côté-là où beaucoup plus on ne semble pas crédibiliser ce processus. Puisqu'en principe, il ne faut pas que l'on pense que ce processus est simplement pour les institutions de la République. Non, c'est un processus qui concerne toutes les parties prenantes à ce processus, c'est-à-dire la majorité présidentielle et l'opposition, essentiellement, qui sont des acteurs politiques. Mais il s'est fait que dans l'analyse de cette organisation, on revient beaucoup plus sur cette crédibilisation du processus, mais qui est en train de se faire tous les jours. Mais contrairement à cette attitude, nous voyons l'opposition saper le processus. Mais curieusement, l'organisation n'est pas revenue sur ça, alors que le comportement de tous les jours de l'opposition, cette opposition qui n'est pas prête pour affronter les élections, mène des démarches tous les jours, nuit et jour, pour saper ce processus. Et alors, nous connaissons bien que parmi les défis relevés par la CENI, il y a ce défi politique. Le défi politique, c'est lequel? C'est-à-dire exiger à tous les acteurs politiques de s'inscrire dans le cadre de ce processus. Si cette objectivité a résidé dans le chef de la directrice
elle-même de cette organisation qui est chargée de l'Afrique centrale. Et je parle de Madame Meïda Soare. Je suis en train de me demander si réellement elle a dû raisonner convenablement pour rédiger ce rapport. Rappelez-vous les péripéties qui ont émaillé les relations entre cette organisation, essentiellement entre la directrice et le gouvernement congolais ou la République démocratique du Congo. Je crois que c'est un peu toutes ces péripéties qui ont guidé son appréciation par rapport à ce processus. Et là, je pense que c'est dangereux pour une organisation internationale qui, en principe, devrait faire un travail objectif qui doit présenter à la face du monde, puisse commencer à régler les comptes à une république, simplement puisqu'il y a une directrice qui a eu des problèmes avec un État africain. À travers un communiqué officiel rendu public ce samedi 7 juillet, les comités laïcs de coordination considèrent que le processus électoral en cours ne conduira pas à la paix et à la stabilité du pays et de la région, car le fichier électoral actuel étant non fiable, la présence des listes contestées et piégées des partis et regroupements politiques et l'imposition aux souverains primaires de l'utilisation de la machine à voter non consensuelle et non prévue par la loi comme mode électoral incontournable. Le CLC pense que pendant cette période préélectorale, l'environnement aurait dû être assaini comme l'exige l'accord de la Saint-Sylvestre et les résolutions pertinentes des Nations Unies. En conséquence, le CLC s'est vu dans l'obligation de décréter le mois d'août, mois d'action combinée de marches pacifiques, des sit-ins, des villes mortes, des grèves généralisées et d'actions de désobéissance civile sur toute l'étendue de la RDC. Le CLC revient également sur un probable troisième mandat du président de la République en invitant le peuple congolais à ne plus le reconnaître comme chef de l'État légitime et à la communauté internationale de ne plus le considérer comme le représentant légal et légitime de ses intérêts s'il se représenterait comme candidat président aux prochaines élections. Considérant l'heure étant grave, la paix et la stabilité du pays ainsi que de la sous-région étant également menacées, le CLC promet de lancer le 9 août 2018 un appel à la mobilisation générale de toutes les forces vives de la nation pour ces premières grandes actions qui se tiendront le 12, le 13 et le 14 août 2018 sur toute l'étendue de la République afin de sauver la démocratie mise en péril. Maître Kapwadi, on vous accuse, Dieudonné Mwenzela dit ouvertement, vous êtes là pour saper le processus électoral, vous ne voulez pas vous y mettre vraiment, et pourtant tout se fait tous les jours pour vraiment que ce processus soit vraiment consensuel, et tout ça, tout est dit, tout est fait pour que les élections se tiennent en RDC, mais l'opposition, pas question, vous êtes là que pour nuire à la République. Votre réaction, Maître Kapwadi? L'opposition est pour les élections. L'IDEA est pour les élections. AMCA est pour les élections. Ensemble et tous les partenaires de l'ensemble sont pour les élections. Mais pas n'importe quelle élection. Nous voulons les élections crédibles, transparentes, où tout le monde doit compétir. Il ne faut pas chercher les visages des candidats qui doivent vous accompagner dans la tricherie et dire, par exemple, parce que celui-ci est très fort sur le terrain, il faut l'exclure avec des dossiers montés de toutes pièces. Non. Nous voulons qu'il y ait l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre en ce qui concerne les mesures de décrispation. Parce qu'on doit décrisper les climats politiques, les figures emblématiques qui sont contraints à vivre dans l'exil, notamment président Moïse Katumbi, doit concourir également. Donc, nous sommes prêts pour les élections, mais pas n'importe quelle élection. Pas des élections avec la machine à voter, la machine à tricher, que Nanga appelle machine à voter, par confusion, par manque d'honnêteté politique, par manque du bon sens. C'est question de bon sens. Je termine cette question. Je vous dis, je vous ai rappelé ici. Est-ce que l'opposition fait tout pour apaiser la tension aujourd'hui? Est-ce que vous êtes là
pour allumer le feu, attiser le feu, là, quelque part, là, en incitant les gens, par exemple, à ne pas être pour Nanga, par exemple, tout ça, et pourtant Nanga, le pauvre, je me permets l'expression, se bat comme un diable dans son bénitier pour essayer de trouver les moyens par-ci, par-là. Vous savez que le gouvernement ne donne pas assez de moyens, mais il se bat pour que ces élections se tiennent le 23 décembre. Alors, qu'est-ce que vous voulez à Nanga, le pauvre? Il se bat. Il n'a pas le moyen, il n'a pas le moyen, vous le savez aussi. Nous n'avons pas de problème avec la personne de Nanga. Nous avons un problème avec ses méthodes et ses prises de positions qui ne sont pas consensuelles ni démocratiques non plus. Par exemple, prendre la décision unilatérale d'utiliser la machine à tricher et prendre la solution ou la résolution de dire que nous allons aux élections avec un fichier corrompu, nous n'allons pas les nettoyer. Mais l'OIF a dit quand même que cela ne changerait pratiquement rien dans les élections. L'OIF a travaillé sur ce fichier, vous le savez aussi, non? Vous savez que le Congo, c'est le pays le plus corrompu du monde. Donc vous nous dites qu'on a corrompu les agents de l'OIF? Je vous rappelle que votre pays, ça fait pitié. C'est le plus corrompu. Et lorsqu'on parle de la corruption, c'est d'abord au niveau de l'appareil étatique, des dirigeants. Ida Sawyer, vous l'avez suivi, hein, Dieudonné Mundi encore dit, ça devient une affaire personnelle, un rapport de Human Rights Watch, parce que Ida Sawyer, on lui a refusé le visa, vous vous rappelez, à l'époque, et il fait un travail non objectif, il veut salir la République et tout ça. Et quel est votre avis par rapport à ça? Ce rapport vient rejoindre ce que l'UDIA a dénoncé autrefois. C'est pour ça qu'on dit les que massacres au Kassai. Les valets des impérialistes, hein, vous de l'opposition. Lorsqu'on tue les Congolais et leurs cadavres n'ont pas droit à l'honneur, on les enterre dans des fosses communes. Madame, c'est cruel, c'est inhumain. Votre semblable, vous les tuez et vous les mettez dans une fosse commune, entassés. Vos semblables. Et vous vous dites dirigeant. Ce rapport vient renforcer ce que l'UDA a dit, à travers son président, le président Claudel André Lubaya. Il a dit qu'il y avait massacre au Kassai. Personne n'avait cru. Aujourd'hui, oui, à cette époque-là, Claudel André Lubaya a dit qu'il y avait massacre au Kassai. Et aujourd'hui, ces massacres continuent à tuer. Ce sont des crimes contre l'humanité, madame. Ce sont des infractions qui relèvent du droit international. Ce sont des infractions qui sont imprescriptibles. Les auteurs, ils peuvent se cacher derrière le pouvoir. Aujourd'hui, je vous assure, l'un ou l'autre jour, ils vont répondre de ces crimes imprescriptibles, ignobles, inhumains. Et ça va suivre jusqu'au dernier auteur de ces crimes. Parce que vous savez, on parle de Banamoura, on parle de Kamwena Sapour. La responsabilité est partagée. Il n'y a jamais eu la vraie justice. Pour que la mémoire de ceux qui sont enterrés dans des fosses communes. Et c'est combien de fosses communes, madame? Nous allons terminer par la justice congolaise. C'est vrai que vous avez mis l'accent, vous êtes de ce domaine. La justice élève une nation, on le dit. Nous allons terminer par le procès de Franck Diongo. Vous avez suivi au début de la semaine. Franck Diongo a été sorti de sa cellule pour être amené dans une des cours de la ville de Kinshasa. Nous allons parler du procès de Jean-Pierre Bemba qui a eu lieu cette semaine, hein, le procès par rapport à la subornation des témoins. Et nous allons terminer par un papier de notre rédaction sur la prestation de serment dans la Cour constitutionnelle. Comme annoncé, les 4 nouveaux membres de la Cour constitutionnelle ont prêté serment ce mercredi 4 juillet devant le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil supérieur de la magistrature. Norbert Nkoulou, Jean Oboulou, François Bokona et Polycarpe Mungoulou ont juré solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membres de la Cour constitutionnelle de la RDC, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de ne prendre aucune position publique et de donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour.
Outre le membre de la Cour constitutionnelle, le procureur général près la Cour constitutionnelle, les 4 premiers avocats et les 7 avocats généraux près la Cour constitutionnelle ont également prêté serment. Ici également de souligner que les 4 nouveaux membres de la Cour constitutionnelle ont été respectivement nommés par les ordonnances présidentielles du 14 mai 2018 portant nomination de membres de la Cour constitutionnelle et du 27 juin 2018 portant nomination d'un membre de la Cour constitutionnelle. Il est 10 heures lorsque Franck Diongo fait son apparition devant le bâtiment de la Cour de cassation, escorté par les éléments de la garde républicaine, sous les cris de joie de plusieurs de ses sympathisants qui ne l'ont pas revu depuis sa condamnation à 5 ans de prison le 23 décembre 2016. 5 jours après, le numéro 1 du MLP avait introduit la requête de révision de cette décision, jugée irrégulière et peu rationnelle par ses avocats. Il a été condamné pour 5 ans injustement par la Cour suprême de justice, alors que, en tant que condamné pour des infractions d'arrestation arbitraire et de détention illégale assortie de torture, il a été condamné comme auteur intellectuel. Mais de l'autre côté, il y a eu un autre jugement qui a statué sur le même dossier, avait acquitté 8 des 15 condamnés, des 15 combattants qui auraient exécuté l'ordre de Franck Diongo. Donc vous avez là une justice qui avait condamné Franck Diongo comme auteur intellectuel d'arrestation arbitraire sans auteur matériel. C'est un motif de révision, il y a contradiction des décisions. Vous avez 7 personnes qui ont été acquittées pour n'avoir rien fait. Sa innocente Franck Diongo qui a été condamné pour avoir donné l'ordre à 15 personnes. Dès lors que 15 sur 15, il y a eu 7 acquittés, sa innocente Franck Diongo, c'est le motif de la révision. Face à la version de la contrariété de décision, stipule Maître Nico Mayengele, secrétaire général du parti, les juges de la Cour de cassation sont placés devant leurs responsabilités. Nous mettons les juges devant leurs responsabilités. Soit ils disent les droits et ils seront reconnus par les tribunaux de l'histoire, par la conscience de l'humanité. Mais s'ils ne disent pas les droits, ils seront jetés dans la poubelle de l'histoire. L'affaire est prise en délibéré pour une décision définitive le 18 juillet prochain. En rappel, le président national du mouvement lumumbiste progressiste a été condamné comme auteur intellectuel des infractions commises par ses militants. Même si les juges de la Cour pénale internationale considéraient le réquisitoire du ministère public après examen en appel du recours introduit par Jean-Pierre Bemba, le patron du mouvement de libération du Congo n'aura pas perdu grand-chose sur l'ensemble du processus électoral, rassure Maître Rigan Walukonka. J'estime que dans son avenir politique, il faut épingler le problème à 2 niveaux. Sur le niveau de mandat, c'est-à-dire introduire, parce qu'il faut savoir que chaque parti politique a pour objectif de gagner les élections et avoir la majorité, je pense que c'est dans ce sens-là. Là, il faut préciser qu'il va se poser un problème pour qu'il puisse postuler au fin d'être élu à quelque titre que ce soit. Par là, nous allons dire que son casier judiciaire serait déjà terni, si c'est parmi les conditions. Mais pour exercer d'autres activités politiques, ils peuvent bien le faire et ils peuvent se retrouver d'une manière ou d'une autre. Je prends un petit exemple. Admettons dans les cas où son parti ou une coalition avec son parti faisait la majorité au Parlement. Vous voyez qu'ils ont une partie des décisions à travers son parti politique ou la coalition avec son parti politique ou la coalition dans laquelle son parti politique se trouverait. Le retour de Jean-Pierre Bemba est non seulement un gain pour son parti politique, il compte aussi pour l'économie du pays. De-delà d'un homme politique, c'est aussi un opérateur économique et je pense qu'à son retour, il pourra revitaliser encore ses énergies pour essayer de voir comment est-ce qu'il pourra créer des emplois. Parce qu'il faut savoir que même si, comme celle
était tombé en faillite, mais il y a eu des emplois, il y a eu des pères, il y a eu des enfants qui étaient nés et qui ont été nourris à la suite de la petite bourse de Comcel. Un rappel, les bureaux du procureur de la CPI a requis ce mercredi 4 juillet 2018 5 ans de prison accompagnés d'une amende conséquente contre Jean-Pierre Bemba. C'était au cours de la présentation des arguments complémentaires devant la CPI dans l'affaire subornation des témoins. Congo Web Télévision, de la haute définition à l'Ultra HD 4K. Pour le bonheur de nos téléspectateurs, madame, monsieur, désormais, recevez le signal de Congo Web Télévision comme au cinéma numérique sur la télévision numérique terrestre au canal 21. Congo Web Télévision, de la haute définition à l'Ultra HD 4K. Passez des moments agréables en compagnie de nos programmes, l'information, le débat et analyse, le divertissement, la santé et autres. Suivez également Congo Web Télévision en clair sur la fréquence 631.25 MHz, sur le net, sur www.congowebtv.cd. Congo Web, nous sommes la porte d'entrée de Kinshasa. Nous allons terminer par votre domaine de prédilection. Votre réaction par rapport à ces 3 éléments. D'abord, le procès de Franck Diongo. Expliquez un peu. C'est quoi? Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'était un appel. Pourquoi? Et pourtant, il a déjà été condamné. Nous l'avons suivi pour 5 ans de prison. Mais comment? C'est quoi ce procès? Pourquoi ce procès? En tant que politique, je vous dis que Franck Diongo, c'est un prisonnier du régime. Il est prisonnier du régime. Parce qu'on est en train de fabriquer des choses dans ce régime illégal. Lorsque vous envoyez chez un député les militaires qui doivent assurer une unité spéciale, qui doit assurer la sécurité du chef de l'État, la GR, c'est ça son travail. C'est à quoi on nous a habitués. La GR, c'est pour la garde, pour la sécurité du président de la République. Qu'est-ce qu'ils étaient partis faire chez l'honorable Diongo? Aujourd'hui, c'est un prisonnier politique. Il a été condamné et la procédure, que ce soit pénale ou civile, son cas c'est la procédure pénale, lui donne des voies de recours. Les droits aux voies de recours. Okay. Non, les recours sont très importants, ne sont pas des simples recours. Et surtout lorsqu'il est en cassation. Okay. Ça s'appelle même une voie de recours extraordinaire. Il est en train d'user de son droit à ces recours-là. C'est ce qui s'est passé cette semaine. À ce que je sache, c'est ce qui se passe. Il est devant les juges de cassation. Les juges de cassation, moi je compte sur les sagesses qu'ils vont infirmer cette décision et accorder l'acquittement à Franck Diongo, qui est un prisonnier politique du régime. Procès Bemba, et on a proposé là-bas, bon, je ne suis pas très spécialiste, je crois que le juge là-bas veut à ce que Jean-Pierre Bemba écope de 5 ans de prison par rapport à la subornation des témoins. Pourtant, il a déjà fait plus de 10 ans en prison. Est-ce qu'il sera libre tout juste après ce procès? D'abord, je vous dis que ce n'est pas les juges qui demandent. C'est les réquisitoires du procureur. Les réquisitoires du procureur. Voilà le terme approprié. Merci. Okay. Les réquisitoires du procureur. 5 ans de prison. Ça ne lie pas d'abord les juges. Okay. Les juges est indépendant dans son appréciation. Je sais qu'ils vont apprécier. Je sais que Jean-Pierre Bemba, qui a passé 10 ans de manière arbitraire au niveau de la CPI, doit recouvrer sa liberté parce que nous avons besoin de lui au pays, comme nous avons besoin d'autres fils de ces pays qui lutte pour la démocratie. Est-ce que comme il est passé là-bas à la Cour pénale internationale, est-ce que sera un candidat éligible? Est-ce qu'il a déjà un casier judiciaire? Quelqu'un m'a dit de vous poser la question. Est-ce que son dossier n'est pas attaché avec ce dossier de la CPI? Est-ce que ça ne va pas nuire à sa potentielle candidature à la présidentielle? Jusqu'à la date de ce jour, je vous dis ceci. Les dossiers Jean-Pierre Bemba, tels que nous les connaissons tous, Jean-Pierre Bemba n'a jamais été condamné. Il a été acquitté. Donc, le juge d'appel au niveau de la Cour pénale internationale a estimé qu'il ne pouvait pas être condamné parce qu'il n'y a aucune charge qui pèse sur lui.
Son casier judiciaire est Donc, vierge. son casier judiciaire est vierge, Okay. que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international. Nous sommes en train de suivre les cours des choses avec le deuxième procès. Je sais que comme le principal n'a pas abouti plutôt, l'accessoire n'aboutira non plus. Ok. Cour constitutionnelle, votre réaction par rapport à cette Cour constitutionnelle, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites, qui dit qu'il y a des gens qui ne méritaient pas d'être là parce qu'ils ne sont pas magistrats, il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Est-ce que pour vous, c'est vraiment cette Cour constitutionnelle qui doit être cette Cour constitutionnelle à la République démocratique du Congo? Il faut savoir ce que prévoit la loi sur la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas nécessairement un magistrat de carrière qui doit être à la Cour constitutionnelle. Ça, merci de la précision. Alors, aujourd'hui, nous devons prendre ces juges, les mettre devant leurs responsabilités devant la nation, parce que ce sont des juges du président de la République en première position et du Premier ministre. Ce sont des juges qui doivent sanctionner la constitutionnalité d'autres lois. Ce sont des juges qui méritent confiance. Ce que nous nous disons aujourd'hui... Vous avez confiance en eux, vous personnellement, ou l'UDA, vous avez confiance à ces juges? Question directe. Nous faisons confiance en ces magistrats. Moi, personnellement, en tant qu'avocat, j'ai fait confiance aux juges de la Cour constitutionnelle. Ok. Nous sommes donc à la fin. Maître Kapwadi, un mot pour dire au revoir à nos téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Et ici en RDC, vous avez un mot, nous allons nous dire au revoir. Merci bien. Et comme j'ai terminé, parce que vous m'avez pris la parole en cours de chemin, je disais là, quel est le temps, en cours de temps. Les juges de la Cour constitutionnelle doivent savoir que toute la société, tous les peuples congolais les regardent en leur mission. Le mot de la fin, je vais vous dire pour ce soir que nous sommes dans partie prenante aux élections. Nous voulons les élections sans machine à tricher, sans les fichiers corrompus. Et aussi, nous disons que nous sommes ensemble en ce qui concerne la candidature commune. Nous y travaillons. Nous savons qu'il y a de l'intelligence au niveau de l'opposition et de la sagesse. Nous allons aboutir à ça. Nous attendons que de l'autre côté, qu'on nous présente leurs candidats. Et aussi, je voulais terminer avec des larmes aux yeux parce que je pleure les citoyens congolais qui ont été massacrés au Kasaï. Et je demande de tout mon vœu que la justice soit faite pour que les auteurs répondent de ces actes et pour que rien de pareil ne se répète. Merci Maître Kapwadi Mutombo Dupont, merci d'être passé à la barre, merci d'avoir accepté cette invitation, merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Voilà, vous m'avez reproché que l'UDA ne passe jamais sur Info 7, voilà. Nous avons ouvert le bal avec l'UDA et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Voilà, la porte d'Info 7 est ouverte pour recevoir tout le monde et surtout de l'UDA, parti cher à Claudel André Lubaya, et hommage à son père qui a été le fondateur de ce parti. Hommage donc à nos pères de l'indépendance et je n'oublie pas le mien, Yvan Kimpiob, merci. Premier président de l'Assemblée nationale lors de l'accession de mon pays à l'indépendance. Toujours dans mon cœur, papa. Merci donc à tous nos téléspectateurs. Comme vous le savez aussi, nous n'allons pas terminer sans vous dire cela. Nous avons migré, Congo Web Télévision a migré vers la TNT. Donc nous sommes passés de la haute définition en Ultra HD 4K. Donc suivez-nous sur la TNT aussi, canal 21 et à travers le monde, à travers notre page et notre site www.congowebtv.cd. Nous sommes là, ensemble avec vous, et nous prenons rendez-vous le dimanche prochain avec le même plaisir, sinon pas plus. Au revoir. Au revoir, merci madame. Et à la semaine prochaine, Inch'Allah.